Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 4 nouveaux threads d'horreur. J'espère qu'ils vont te faire kiffer. Moi, mon petit préféré, c'est le dernier. C'est normal, c'est pour ça que je te le mets à la fin. Avant que je te raconte tout ça, je vais te dire un petit truc. Déjà, je vous remercie, il y a plein de gens qui rejoignent la chaîne et ça me fait très plaisir. Par contre, petit truc à noter, on est de plus en plus, mais il y a de moins en moins de pouces bleus et de moins en moins de commentaires sur les vidéos. Donc techniquement, ça va pas ensemble. Ça veut dire qu'une chose, que certains, ils arrêtent de mettre des pouces bleus et de commenter. Je vais pas te mentir que si tu peux prendre 3-4 secondes de ton temps pour mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Je te le dis, moi la vidéo elle se fait pas en 3-4 secondes, non. Et pareil, c'est pas une obligation, mais un petit commentaire, déjà ça me fait très plaisir et ça aide à référencer la vidéo. Puisque je sais pas si tu connais YouTube, mais tu vois toujours les mêmes noms. Et justement, qu'est-ce qu'on veut? On veut un petit peu plus de Delcor. Tu sais quoi, si tu sais pas quoi écrire, je t'invite à écrire Delcor, j'en veux encore. Un beau slogan, faut se le dire, ouais, je viens juste de le trouver. Bon allez, trêve de bavardage, on passe au thread d'horreur. Alors pour ce premier thread d'horreur, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Evie. Tout commence le matin du 14 février 2018. À l'époque, elle est à l'université et le campus est bondé de monde. Les garçons, ils courent partout avec des cadeaux pour leurs copines. Et les filles font de même, elles offrent des cadeaux à leurs copains. Et ceux qui sont célibataires, déjà ils pleurent un petit peu et ils s'offrent du chocolat pour se réconforter. En somme, tout semble normal. Evie n'est pas populaire en soi, mais elle connaît tout le monde et tout le monde la connaît. Mais elle préfère ne côtoyer qu'un petit groupe d'amis proches, car voir trop de monde la rend anxieuse. Pendant cette journée, et surtout au déjeuner, Evie elle sait qu'il y aura ses amis habituels, c'est-à-dire 2 filles, Alex et Mia. 3 garçons, Nico, Adrien et Elijah. À la Saint-Valentin, Evie elle sait que ça va la rendre anxieuse cette journée-là, puisqu'il va y avoir beaucoup de monde à leur table. Puisque Adrien, son ami, il attire beaucoup de filles, et Mia, elle est très séduisante et il y a beaucoup de mecs qui veulent sortir avec elle. Donc arrive le moment de déjeuner et bingo, ce que je vous ai décrit plus haut va se produire. Il y a plein de monde à sa table. Elle s'installe quand même, mais au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Il y a toujours plus de monde qui arrive. Du coup, elle décide de se glisser hors de son groupe et de se diriger vers sa cachette secrète. Ce n'est rien d'autre qu'un banc qui est loin dans le champ caché par les arbres. Personne n'y va, donc c'est un super endroit pour reprendre son souffle. Elle s'installe alors sur le banc, elle lit son petit livre. Quand d'un coup, elle entend quelque chose se rapprocher. Elle lève directement les yeux pour voir un type. C'est pas n'importe quel type justement, c'est Emmanuel. Quand Evie voit Emmanuel, elle panique immédiatement. Puisque pour elle, le gars il a toujours des gestes déplacés ou des pensées carrément. Chaque jour, ce gars-là, il s'impose à Evie. Il la serre dans ses bras comme ça au hasard quand elle s'y attend pas. Il essaye toujours de lui embrasser et il lui dit qu'il l'aime bien. Et croyez-le ou non, Evie le voit toujours dans son quartier. Alors que lui n'habite pas du tout le même quartier qu'elle. D'ailleurs, son quartier à lui, il est pas juste à côté du sien. Non, il est à l'opposé. Mais cette fois, Evie décide de la jouer cool. Et elle continue de lire quand d'un coup, il lui attrape son livre des mains. Là, Evie lui crie dessus. « mais qu'est-ce que tu fous, mec ?» « Ah, désolé, je veux juste ton attention. » Forcément, Evie elle est très en colère, mais elle essaye de se calmer et elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux sérieusement ?» Emmanuel lui répond alors « Je t'aime vraiment et je veux que tu sois ma petite amie. Je te jure que je te traiterai comme une reine. » Après avoir dit ça, il lui tend une boîte de chocolat et un adorable ours en peluche. Evie au début elle se dit c'est quand même un beau geste. Mais bon, elle en veut pas de lui, du coup elle lui dit qu'elle est pas intéressée. Et au moment où elle finit de dire cette phrase, le comportement d'Emmanuel a radicalement changé. Il est passé de gentil et calme à colérique. Il lui crie dessus et lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi elle ne sort pas avec lui. Il lui dit qu'elle ne trouvera jamais quelqu'un d'aussi bien que lui et d'aussi génial. À ce moment-là, Evie elle comprend qu'il y a quelque chose qui va pas et elle décide de se lever. Le truc c'est qu'il l'attrape au niveau du bras et assez fermement. Avant qu'elle parte, il la force à l'embrasser avec sa langue toute dégueulasse. Elle essaye de le repousser tant bien que mal, mais malheureusement il est trop fort pour elle. Alors Evie commence à crier à l'aide à plein poumon. Là c'est simple, qu'est-ce qu'il va faire? Le gars il va lui couvrir la bouche avec sa main. Evie, notre petite championne, elle va ouvrir sa bouche et elle va lui mordre la main. Mais c'est pas tout, elle va pouvoir se retourner et lui mettre un coup de pied dans les cacahuètes. Alors forcément, il est choqué et il se plie de douleur. Evie, elle arrive à se libérer et elle court vers son groupe d'amis. Emmanuel crie derrière elle et lui dit qu'il va la retrouver et la tuer. Elle continue de courir et vraiment très très loin, elle peut voir le service de sécurité de l'université. Donc elle se dit que quelqu'un les a peut-être prévenus. Mais ils sont vraiment très très loin. Donc pour elle, elle trouve plus logique d'aller se mettre en sécurité avec son groupe d'amis. Elle continue de courir et elle tombe sur Adrien. Elle l'a directement serré dans ses bras et elle a pleuré. Adrien n'a rien fait de spécial. Il l'a juste réconforté le temps qu'elle arrive à parler. Apparemment, le reste du groupe s'était séparé pour essayer de la retrouver car elle était partie depuis un petit moment. Elle arrive à reprendre ses esprits et elle explique tout ce qui s'est passé à Adrien. Puis, soudainement, elle a été appelée pour aller dans le bureau du principal.
Le responsable de l'université a voulu savoir tout ce qui s'était passé et la police a été appelée. C'était vraiment une journée très longue pour elle et là, elle voulait plus qu'une chose, et c'était rentrer chez elle. Après avoir raconté tout ce qui s'est passé aux policiers, elle a été autorisée à rentrer dans sa maison. Plus tard, Evie a découvert par les policiers que dans la maison d'Emmanuel, il y avait un sanctuaire construit pour elle. Le gars avait mis des photos d'elle dans toutes les situations possibles. Pendant qu'elle promenait son chien, pendant qu'elle mangeait dans son salon, ou bien même des photos d'elle pendant qu'elle était en train de se changer. Enfin bref, pour elle c'était vraiment une histoire effrayante. Elle espère ne jamais revoir Emmanuel. Franchement, je te le dis, on n'a tous pas envie de voir Emmanuel. C'est le genre de gars qui n'arrive pas à comprendre que non, c'est non. Bon, comme vous l'avez vu, le petit tips, un coup de pied dans les cacahuètes, ça fait toujours le boulot. Je vous le dis, visez les cacahuètes, il faut le faire, ouais. Allez, on va maintenant passer au second thread d'horreur de cette vidéo. Alors, pour cette histoire, c'est celle d'un Canadien qui s'appelle Émile et à ce moment-là, il a 17 ans. Au moment des faits, il travaillait dans une grande surface au Canada. Ça fait à peu près 1 an qu'il a l'emploi là-bas, donc ça va, il est quand même assez à l'aise. Un banal mercredi de janvier 2022, un client lui demande où sont certains articles. Il regarde la liste vite fait et il dit au client que non, ils ont pas ces articles-là. Bon, en vrai, il a pas trop fait attention aux articles qu'il avait besoin. Mais là, le gars va lui dire une phrase qu'il oubliera jamais. T'as pas fini d'entendre parler de moi. À ce moment-là, il est à peu près 13h. Il continue son travail et vers 16h, à cause du manque criant de personnel et de son expérience, on lui dit qu'il doit effectuer la fermeture du magasin seul. Il a l'habitude de faire la fermeture du magasin, mais pas tout seul. Arrive 21h et ça y est, le magasin doit fermer. Il commence par barrer les portes. Ensuite, il fait le tour des rayons pour mettre le magasin en ordre. Dans la section des tondeuses, il ne pousse jamais les boîtes jusqu'au mur. Il y a donc toujours un espace entre la tondeuse et le mur. Il se met à ranger un petit peu ce rayon, mais en faisant ça, il a un mauvais feeling. Au début, il se dit juste que c'est parce qu'il a pas l'habitude de fermer tout seul et que forcément, il doit angoisser. Bon, il est à l'entrepôt et là, il peut entendre les haut-parleurs qui s'allument et il y a un mec qui dit « Je t'avais dit que t'avais pas fini d'entendre parler de moi ». Forcément, Émile, il panique. Et un petit peu plus loin, vers l'entrée de l'entrepôt, il peut voir une boîte. Il décide donc d'aller se cacher dans cette boîte qui est assez grande. Pendant qu'il est dans la boîte, il réfléchit à sa journée et à l'homme de 13h. Il se souvient que le gars lui a demandé de l'eau de javel et une pelle. Sur la boîte dans laquelle il se trouve, il y a des poignées. Du coup, il arrive quand même à voir un petit peu la porte de l'entrepôt. Il est vraiment tétanisé quand il peut voir 3 hommes débarquer dans l'entrepôt. À ce moment précis, il se dit carrément que c'est fini. Il sortira jamais du magasin en vie. Malgré cette pensée, il a quand même un petit plan. Son plan, c'est seulement d'appeler la police et d'espérer qu'ils arrivent à temps. Après que les 3 hommes quittent l'entrepôt après 15 minutes qui lui sont parues comme 5 heures, il se met à contacter la police. L'opératrice lui dit qu'ils vont envoyer des unités sur le champ. 30 minutes plus tard, toujours dans sa boîte, il peut quand même observer les hommes faire des nombreux va-et-vient dans l'entrepôt. Et là, la police arrive enfin, 22h30. Les haut-parleurs vont de nouveau retentir et la police dit « vous pouvez sortir ». Il s'exécute et il va à la rencontre des policiers qui prennent sa déposition. Et là, il voit les 3 trous de balles entrer dans la voiture de police. On lui a dit que l'homme de 13h, il avait des antécédents judiciaires. Déjà accusé de meurtre, mais faute de preuves, il a jamais été inculpé. Et en cherchant un petit peu, les policiers ont pu trouver une arme à feu, une pelle et de l'eau de javel. Un petit peu après, un agent vient le voir et lui dit qu'ils ont trouvé un couteau de boucher caché sur sa voiture. Il est minuit 30 quand Émile arrive enfin à rentrer chez lui. Il se met forcément à repenser à cette soirée et il est pas bien du tout. Une semaine plus tard, la police le contacte pour lui dire que les 3 hommes sont accusés de séquestration. Ils lui ont également demandé s'il voulait un suivi un petit peu plus en profondeur. Mais il a refusé. 6 mois après ces événements, il a quitté son travail. Mais il a plus jamais fermé le magasin tout seul. Et encore heureux, la seule fois qu'il le fait, il y a un mec très chelou. Il était quand même un petit peu susceptible le monsieur. Il a montré un papier à Émile qui savait pas forcément s'il y avait ces objets dans le magasin. Et le gars, il vient limite pour une vengeance de fou. Ouais, c'est quand même assez chaud, on va se dire. Allez, on passe au thread suivant. Alors pour ce thread d'horreur, je vais te le faire en première personne étant donné que je l'aime bien. Y a pas plus de raison à aller chercher ou quoi. Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à me présenter. Je suis Aurélie et mon histoire s'est passée lorsque j'avais 14 ans. J'ai pris beaucoup de temps avant de prendre la décision de la poster, car à chaque fois que j'y repense, je suis vraiment mal à l'aise. Tout débute un mardi. Et à l'époque, le mardi soir vers 18h, ma mère m'emmenait chez mon amie Ariana, car elle partait travailler à 18h et revenait aux alentours de 6h du matin. Ma mère était policière et elle travaillait de nuit le mardi et le jeudi soir. Mais ce jour,
ma tante nous avait appelé pour nous prévenir du décès de ma grand-mère, ce qui avait l'effet de m'attrister plus que tout, puisque ma grand-mère était vraiment tout ce que j'avais avec ma mère. Donc, dès que la vie scolaire avait annoncé mon prénom et qu'on m'avait annoncé son décès, ma mère est directement venue me chercher car j'étais en pleurs et je ne pouvais plus m'arrêter. Donc vous imaginez bien qu'à 18h, j'avais tout sauf envie d'aller chez mon ami. Après quelques négociations avec ma mère, eh bien j'ai pu rester à la maison, après avoir prévenu Ariana que je ne viendrais pas ce mardi. Avant de partir, ma mère m'avait laissé un numéro sur le frigo. Au cas où il se passerait quelque chose, je pourrais appeler. Je n'avais pas de téléphone portable à cette époque, mais je n'y faisais pas bien attention. Après tout, ça n'arrive qu'aux autres. Dès que ma mère est partie, je suis allé m'étaler sur le canapé en regardant la télé. Quelques larmes coulant sur mes joues dues au choc de tout à l'heure. Vers 20h, j'ai commencé à avoir faim. Donc je suis allé dans la cuisine. J'ai ouvert le micro-ondes mais il n'y avait plus l'assiette que ma mère m'avait laissée dedans. Je me suis donc dit que c'était sûrement ma mère qui l'avait pris parce qu'elle avait un petit creux avant de partir. Enfin bref, pour moi il n'y avait rien d'alarmant. Donc je suis allé chercher un petit paquet de chips et je suis passé devant la porte d'entrée pour retourner dans le salon. J'ai remarqué que la porte était un peu entrouverte, mais j'ai pensé que c'était juste ma mère qui avait mal claqué la porte en partant au travail. Donc je suis allé la refermer. Mais le problème, une trentaine de minutes après, j'avais vraiment très soif. Et donc je voulais me lever pour aller dans la cuisine chercher un verre d'eau. Mais j'ai vu que la porte d'entrée était encore ouverte alors que je l'avais fermée il y a pas longtemps. Mais là, je me suis dit que j'avais psychoté et que j'avais oublié de refermer la porte tout à l'heure. Il y avait toujours rien d'inquiétant pour moi à ce moment-là. Ensuite, aux alentours de 23h, je me sentais fatigué et j'ai voulu aller dormir, donc aller dans ma chambre. Je suis monté à l'étage, mais dès que j'ai tenu la poignée de la porte pour entrer dans ma chambre, mon instinct a radicalement pris le dessus et je suis juste descendu en bas en sprintant dans les escaliers. Puis je me suis souvenu de ce qui s'est passé auparavant et je suis directement allé chercher le post-it avec le numéro que ma mère m'avait laissé sur le frigo. J'ai attrapé le téléphone fixe et j'ai ouvert la porte. Je suis sorti de la maison. Tant pis si j'étais en pyjama, ridicule. J'ai couru le plus loin possible et j'ai appelé le numéro. C'était en fait celui des voisins qui ont dû venir me chercher à des bornes de chez eux parce que j'étais vraiment parti loin. Ils ont appelé la police et surtout ma mère. Les policiers sont rentrés dans la maison et ma mère m'a raconté que la première chose qu'ils ont vue était cet homme, assis sur le canapé, en train de regarder la télé. Et il mangeait l'assiette que ma mère m'avait laissée dans le micro-ondes et que je n'avais pas trouvée, puisque oui, il l'avait pris avant moi. Après avoir examiné l'homme, on a découvert que c'était en fait un homme qui faisait du trafic d'organes. Et il comptait me tuer moi pour vendre mes organes. Car d'après lui, j'étais une élue et que je valais une fortune. Je reste traumatisé à vie. Le trafic d'êtres humains ne devrait pas exister. C'est une chose vraiment horrible. Alors faites attention à vous tous. Alors au cas où, je crois que le thread, c'est un thread américain ou en tout cas c'était sur Reddit anglais. Donc ça peut arriver, t'inquiète pas. Enfin même en France ça peut arriver, j'ai envie de dire malheureusement. Mais bon, heureusement notre petite Aurélie, elle s'en est sortie tranquille. Et elle a quand même eu quelques réflexes alors que pourtant, je vous rappelle, elle était quand même dans un état de choc. Elle a malheureusement perdu sa grand-mère ce jour-là. Allez, on passe maintenant au thread suivant. On se retrouve pour ce dernier thread d'horreur et vous allez voir que c'est quand même quelque chose. Je peux pas t'en dire beaucoup plus, j'ai pas envie de te spoil, mais quand même la fille du thread n'a pas beaucoup de chance. Tu vas voir, je te laisse découvrir ça. Bonsoir à tous. Je ne sais pas exactement pourquoi j'écris cette histoire maintenant. J'en ai peut-être encore besoin. Je ne comprends pas exactement ce qu'il s'est passé. Il y a 1 an et demi, je faisais mon stage de Master 1 dans une ville du nord de la France. Bien que j'avais fait mes études dans cette ville cette année-là, le Covid et tout ce qui va avec ne m'avait pas permis de vraiment me faire des amis ou de découvrir les environs. Cependant, pendant mon stage, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, notamment un gars avec qui j'ai commencé une relation. Ce que je vais vous raconter se passe au mois de juillet. C'était le début de l'été, mais ce qui me tracassait le plus, c'était surtout ma soutenance de stage. Je suis d'un naturel très angoissé, et cela se décuple avec les oraux. J'ai tendance à faire des crises de panique avant. Alors vous vous doutez bien que le week-end avant ma soutenance, qui était un lundi matin, je n'avais pas du tout dormi. J'avais toujours fonctionné de cette façon avant les partiels. Je ne tenais que par le stress et le sucre. Dès que j'en arrêtais un des deux, je m'effondrais. Par chance, tout s'était bien passé. Et je devais passer la soirée avec mon copain de l'époque. J'étais aux anges, mais avec le stress redescendu, je commençais à ressentir les effets de la fatigue. Une petite ellipse jusqu'au soir. Je le rejoins, on passe la fin de l'après-midi ensemble. Il reçoit un appel vers 20h. Il s'excuse puis va dans sa chambre. Il revient livide, en pleurs et me dit qu'on doit rompre. Sur le coup, je ne comprends pas. J'essaye d'avoir des explications et il craque. Et il m'annonce qu'il a une copine depuis des années et qu'il la trompe avec moi. Même si c'était sur le coup, une véritable histoire d'horreur pour moi. Ce n'est pas la partie d'intérêt de ce post. Mais pour remettre dans le contexte, je n'ai pas dormi depuis plus de 72 heures. Je n'ai pas mangé depuis 48 heures. Je suis en manque de sucre et la personne que j'aimais de tout mon cœur m'annonce qu'il était en couple.
et qu'il allait la rejoindre. Je commence à me sentir faible. J'explose en pleurs. Je ne comprends pas. La scène semble surréaliste, mais il me presse de sortir de chez lui pour qu'il prenne sa voiture. Je me retrouve donc vers 20h30 un soir d'été, en pleurs, effondré dans la rue devant l'appartement de mon ex, épuisé physiquement par la fatigue et psychologiquement par l'annonce. Je reste comme ça pendant environ 30 minutes, incapable de bouger. J'essaye de raisonner, mais mon cerveau en est incapable. Et puis quelqu'un en BMW s'arrête à mon niveau. Il faisait une tête de plus que moi. Il me demande si j'ai besoin d'aide. Je réponds par la négative. Il s'approche de moi, me prend la main et me pose des questions assez banales comme mon prénom, mon âge, etc. Il se présente. Il s'appelle Alex et il est arménien. Il est là pour les vacances. Et puis, il commence à me poser des questions sur la raison de mon état. Je lui explique vaguement que je viens de rompre. Il me dit qu'il va casser la gueule au mec. À ça, je ne dis rien. J'ai juste envie de partir car je sens quelque chose d'étrange arriver. Mais j'ai du mal à raisonner. Tout est embrumé. Je me relève quelques minutes plus tard et j'essaye de partir. Il me propose de me raccompagner en voiture et je refuse. Je commence à partir et il me rattrape par la main. Je la secoue pour me libérer et continue d'avancer. Il me rattrape et me suit de nouveau. J'ai de plus en plus peur. Est-ce juste mon état de fatigue? Le fait que le soleil commence à sombrer progressivement ou parce qu'un individu me suit? Et puis, sans trop que je sache comment, il me reprend la main. Je lui demande d'arrêter mais il continue avec des paroles mielleuses. J'ai déjà eu le droit en tant que femme dans la rue à des phrases de drague, des comportements déplacés. Mais là, ça dépassait ce que j'avais vécu par le passé. Je me sens de plus en plus faible et bientôt, je n'arrive plus à lutter. Ni contre lui, ni contre mon état. Je sais qu'à tout moment, je peux m'écrouler. Comme dit précédemment, je n'ai aucun vrai contact dans la ville. Personne que je peux appeler pour m'aider. Il recommence à me parler, me propose qu'on aille manger ensemble. Il me dit qu'il m'offrira ce que je veux. Je refuse. Je lance des regards à droite et à gauche, des appels à l'aide aux passants, mais rien. Il me prend dans ses bras et il caresse mon corps. Je veux le repousser mais je suis faible. Et comme il me l'a si bien fait comprendre, il va à la salle et surtout, il était connu dans toute la ville pour être quelqu'un de violent et qu'au besoin, il pouvait casser la gueule à celui qui m'avait fait pleurer. Je me rends compte de la situation pour les gens autour. Une gamine d'une vingtaine d'années en pleurs, en jupe d'été dans les bras d'un mec de 40 ans qui n'a aucun lien physique avec moi. Je sais ce qu'il pense. Il me propose de m'accompagner en voiture une fois, puis deux. Je refuse encore et encore, mais cette fois, il me tient fermement le poignet. Je veux courir, m'enfuir, mais j'en suis incapable. Je sens ma tête tourner. Il me reste peu de temps à tenir. Je lui demande de me laisser tranquille une dernière fois. Et il sent que je vais craquer. J'ai peur. Vous savez, quand votre mère vous dit de ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu, écoutez-la. Il est 21h37. Ça fait 1 heure que je lutte dans la rue. C'est long, très long. Et mon corps a atteint ses limites. J'accepte de monter dans sa voiture. À vrai dire, ce n'est pas vraiment un oui. J'ai juste peur de m'évanouir ici et qui sait ce qu'il me ferait. Grave erreur de ma part. J'ai à peine le temps de m'attacher qu'il démarre, sans me demander mon adresse. Il me dit juste une phrase. Tu peux appeler les flics si ça te rassure. Ça peut paraître étrange, mais ce fut la phrase qui me fit vraiment comprendre que quelque chose n'allait pas. Qui conseille ça? Et surtout, qu'est-ce que je vais leur dire? Que j'ai accepté de monter dans la voiture d'un inconnu? Je pense, et j'en suis même sûr avec le recul, que ce n'était qu'une technique pour me mettre en confiance, car ils savaient que je ne les appellerais pas. Je vois la voiture rouler, encore et encore plus vite, au-delà de la recommandation dans la ville. On arrive au niveau de la gare. Une voiture de sport s'arrête à notre niveau au feu. J'essaye de sortir, mais la porte est fermée. Un jeune, sensiblement de mon âge, est au volant. Ils se mettent à parler par vitre interposée avec des signes. Je ne comprends rien si ce n'est qu'Alex me désigne et il dit « On voit ça plus tard ». Les seules paroles de la discussion. La voiture accélère et reprend son chemin vers la sortie de la ville. Je vois le panneau se rapprocher encore et encore. Il continue de me proposer d'aller manger, boire un coup, m'acheter ce que je veux et ensuite, il me propose de quitter mon job. Il me dit qu'il m'en trouvera un. Et là, je le sens. Sa main sur ma cuisse, remonter ma jupe. J'ai peur. Je décale mes jambes. J'essaye plusieurs fois de lui indiquer la route, mais rien. Il ne m'écoute pas. Il insiste pour qu'on mange ensemble. Je refuse une énième fois. Il me tend alors une boîte de chewing-gum et je refuse. Il insiste et se montre violent, me forçant à en prendre un. J'ai vraiment peur. Mais sans doute encore une fois par la fatigue entière que je ressens, j'accepte. Je prends le chewing-gum. Il vérifie bien que je le mets dans ma bouche et il tourne la tête seulement à ce moment-là. Je me dis sans doute la seule phrase cohérente depuis le début de la soirée. Mathilde, quoi qu'il t'arrive, tu ne croques pas. Qu'importe ce qui se passe, tu ne mâches pas. Et à la moindre occasion, tu le jettes. Ça devait faire 10 minutes que j'étais en voiture. Je me souviens d'une fonctionnalité sur les téléphones. Le SOS. Je sais que personne dans cette fichue liste
Ma sœur et mes parents ne pouvaient me venir en aide, mais lui ne le savait pas. Je presse le bouton d'arrêt plusieurs fois. Le décompte arrive et je vois le nom de ma sœur, le numéro du SAMU et de la police s'afficher. Je relève les yeux et il fixe mon téléphone. Il a bien vu. Je redemande lentement de prendre la route à gauche pour aller chez moi et il tourne. Miracle. Je lui montre le chemin depuis Maps. Il suit le virage d'après puis accélère de nouveau dans une autre direction en me disant qu'on va manger juste à côté. Je represse le bouton d'urgence et lui dis de suivre mes indications. Je hurle que je veux rentrer chez moi. Là, il m'écoute. Je refuse de lui donner mon adresse exacte. Je veux juste être déposé à la fois assez près pour courir au besoin et assez loin pour ne pas qu'il voie la direction de ma résidence. Après 15 minutes, on arrive dans une rue passante non loin de chez moi. Je lui demande de s'arrêter, il obtempère. Je m'apprête à sortir mais la porte est toujours verrouillée. Je me retourne vers lui et il me demande d'échanger nos numéros. Je veux juste sortir. J'accepte me disant que je n'enverrai juste pas de SMS. Comme ça, il ne connaîtra pas mon numéro. Mais il me force à l'appeler. Je le fais donc à contre-cœur. Il me dit que c'est dommage car il avait le job parfait pour moi. Et bien payé en plus pour un travail qui fournait du plaisir. Il appuie sur le bouton pour déverrouiller les portes. Je me tourne et m'apprête à m'élancer quand il dépose sur ma tête une casquette BMW. Avec des grosses traces de sueur sur le tissu. Tout ça en souvenir de sa charmante compagnie. Je m'en fiche sur le moment, je veux juste sortir, je me sauve. Je tourne dans la rue, m'assure qu'il ne soit pas là et m'engouffre dans l'immeuble. Je crache le chewing-gum et m'écroule en pleurs encore une fois dans mon lit. Je tombe de fatigue quelques minutes plus tard. J'ai eu peur certes qu'il se passe quelque chose, mais je pense que j'ai encore plus de questions les semaines qui suivirent. En un, il m'a appelé plusieurs jours de suite, plusieurs fois. Il m'a envoyé des SMS et j'ai vu sa voiture rôder dans les alentours pendant plusieurs semaines. En deux, son numéro de téléphone ne correspondait pas d'après l'annuaire en ligne ni au nom qu'il m'a donné, ni au lieu de résidence, environ 4 heures de route. En 3, j'ai découvert que quelques mois plus tard, un réseau de proxénétisme tenu par des Arméniens a été démantelé dans cette ville. En 4, même si j'ai bloqué son numéro, Snapchat me propose de le rajouter en ami. Son pseudo est femme-XXX, les X remplaçant la suite du pseudo pour éviter que vous puissiez le retrouver. Je ne sais pas quel était son but. Était-il vraiment juste gentil et que le décalage culturel le rendait étrange? Même abusif avec les caresses. Je refuse de croire que c'était de la gentillesse. Pourquoi m'avait-il forcé à manger un chewing-gum? Que me voulait-il réellement? Alors bien sûr, on sait pas ce qu'il lui voulait vraiment, mais bon, le coup du chewing-gum, allez pourquoi pas, on peut dire que c'est de la gentillesse. Mais les petites caresses, non, c'est pas de la gentillesse. Hein. C'était pas une petite caresse dans le dos en mode « Allez, ça va aller ma cocotte, ouais tu pleures et tout, ça va aller, t'inquiète pas ». C'était plus des caresses, on sait pourquoi. Donc non, il n'y avait pas de gentillesse dans ce truc-là. Et bah voilà les petits potes, cette vidéo elle est maintenant finie. Si t'as kiffé, bah tu connais, un petit pouce bleu ça aide énormément. Vraiment, pense-y, je te jure que ça me ferait très plaisir. Pour toi c'est 3-4 secondes, mais pour moi bah ça représente beaucoup, tu vois. Tu dis merci à mon travail qui m'a pris plusieurs heures. 4 secondes, plusieurs heures, je pense que tu vois, ça passe. Allez, sans déconner, bah si t'étais pas abonné, bah n'hésite pas à le faire toi d'ailleurs. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.